Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de nous retrouver dans le Café des Experts Éco qui a pris un peu de recul sur l'actualité. Ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu, Reda. Reda Amrani qui en a profité pour faire un break également et s'oxygéner et qui nous revient avec une très très belle mine. Reda. Ça va, alhamdoulilah. Ça fait plaisir. Reda, donc un des 2 piliers du CEE. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Smaïl Lalmas, président de l'ACE, Algérie Conseil Export. Bonjour Smaïl. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Marhaba. Prochain numéro, je pense qu'Ali Harbi va nous revenir. Lui, il a prolongé son break. Hein. Lui, voilà, je pense qu'il travaille. Lui, il a rarement des breaks. Je pense qu'il travaille. Très bien. Alors, l'actualité s'est accumulée un petit peu ces 3 dernières semaines. Mais nous avons choisi de démarrer avec peut-être l'analyse, le commentaire du projet de loi de finances et notamment le projet de budget qui arrive devant l'Assemblée nationale ces jours-ci. Et après, on va dire, une année de recul en 2020, en 2021, la reprise des cours du pétrole, on va avoir une année où, pour le dernier trimestre, le Brent se stabilise au-dessus de $80. Évidemment, on peut dire un mot sur cette tendance, est-ce qu'elle va perdurer ou pas. J'ai eu le plaisir d'accueillir Nordin Aitlaoussine qui nous a donné son point de vue à ce sujet, qui pense que les moteurs qui ont porté le prix du Brent ne peuvent pas durer très longtemps. Et donc, il faut s'attendre quand même en 2022 à peut-être pas un retournement de marché, mais à une stabilisation. Et la nuance, et pour le gaz, c'est évidemment un marché différent. Et donc, sur cette base-là, on pouvait s'attendre à un budget de relance de l'investissement public. Or, on a surtout un budget On va parler des dépenses dans un deuxième temps. Un budget qui augmente qui augmente les dépenses de fonctionnement. Moi, je voulais d'abord, messieurs, votre réaction par rapport aux prévisions des recettes. Alors, les prévisions de recettes, il est prévu que les recettes ordinaires fassent 63% de l'ensemble des recettes et qu'elles augmentent… 63% des dépenses. Des recettes, 60% des recettes ordinaires. Voilà. Et il est prévu qu'elle passe de 3 579 milliards de dinars en 2022, qu'elle progresse de 400 milliards de dollars de recettes supplémentaires. Je parle des recettes ordinaires, qui sont le fruit de la TVA, de l'impôt direct, la etc. fiscalité ordinaire. La fiscalité ordinaire et sans la fiscalité pétrolière. Sans la fiscalité pétrolière. Donc ma première question, elle porte sur cette prévision dans le budget. Est-ce qu'on peut envisager en 2022 une collecte de l'impôt ordinaire supérieure à celle de 2021 de 400 milliards de dollars, de dinars? Bon, moi, ma première remarque que je fais, c'est que nous restons dans une gestion budgétaire et surtout fiscale anachronique. Je dis bien anachronique. Il y a énormément de gisements fiscaux qui sont mal exploités et mal récupérés. Pour la fiscalité ordinaire, il y a vraiment énormément de fiscalité qui n'est pas récupérée. Du fait de la non-organisation voulue, moi je dis bien voulue, de l'administration fiscale. L'administration fiscale ne s'est pas modernisée. Il n'y a pas un réseau intranet, je dis bien un réseau intranet, une informatisation réelle de l'activité fiscale de l'administration et de l'activité. Je dis bien de l'activité, ce n'est pas seulement les bureaux. Tout ça, nous n'avons pas un réseau. Nous avons toutes les APC qui sont dans un intranet. Toute l'Algérie. Pourquoi il n'y a pas le même intranet pour la fiscalité? Et vous verrez qu'il y a 30 à 40% d'argent qui n'est pas collecté. Donc il y a déjà ça. Il y a aussi des cadeaux fiscaux qui sont encore donnés, qui sont indûment donnés. Parce que l'administration fiscale n'est pas organisée, n'a pas les procédures. Un mot évoqué par Louisa Hanoun, qui était l'invité de Khaled Darreni mercredi dernier dans le café le CPP, et qui rappelle qu'il y a 40 000 milliards de dinars de fiscalité non recouverte. De fiscalité non recouverte. Mais là, on va essayer d'analyser plutôt l'activité. Non, c'est pour ça que… Ça, c'est des instruments qui permettent de mieux collecter. Mais est-ce que l'activité peut générer plus d'impôts? C'est pour ça que je te dis que cette génération supplémentaire d'impôts ne m'étonne pas
parce qu'il y a une possibilité autrement plus importante si l'administration voulait s'organiser, voulait se moderniser, voulait développer ses outils d'action, ses procédures, de façon moderne et informatisée. C'est ça ma réponse à ta question. Ça veut dire qu'on est encore en deçà des possibilités. Et j'ajoute aussi, en deçà aussi, parce qu'il y a énormément de cadeaux fiscaux qui sont donnés à certains entrepreneurs et à certaines activités et qui sont indus. Il n'y a pas de retour d'activité ou création de richesse en retour de ces cadeaux fiscaux. C'est ce que je dis parce que l'administration budgétaire n'est pas organisée. D'accord. Voilà. La question, c'est 3 milliards 579 milliards de dollars, de dinars, pardon, de recettes ordinaires, 400 milliards de plus qu'en 2021, compte tenu du taux de mortalité des entreprises qu'on connaît en ce moment, etc. Est-ce que c'est une prévision réaliste? Écoutez, nous avons souvent connu ce genre de beaucoup d'interventions comme ça qui parlaient d'augmentation. Chaque année, d'ailleurs, on parle d'augmentation de les recettes fiscales ordinaires. Et souvent, ces déclarations ont été caractérisées par plein de paradoxes. Moi, je me rappelle de la déclaration de M. Tebboune qui parle de désinvestissement dans ce pays. D'ailleurs, il a appelé les opérateurs à investir, etc. Si on parle de désinvestissement, et si on rajoute les milliers de postes d'emploi perdus et les milliers d'entreprises qui ont fermé, etc., je pense que les chiffres sont très ambitieux. Je ne vois pas comment ils vont faire pour collecter tout cet argent. Non, je pense que là, la réalité, elle est simple. Il n'y a qu'à se rapprocher un peu des opérateurs. Vous allez voir qu'il y a un grand malaise dans le secteur économique en général. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Les chiffres donnés et avancés n'ont aucun sens. En plus de cela, le Premier ministre l'a bien dit, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de chiffres. Donc, sur quelle base on peut s'appuyer justement pour essayer de construire un projet de loi de finances? Et en plus de cela, vous avez vu, on parle de budget de fonctionnement plus important que celui de l'équipement, alors qu'on sait que notre économie est portée par les hydrocarbures et portée par la dépense publique. Si on recule sur la dépense publique, cela veut dire qu'il va y avoir encore des problèmes pour essayer de faire travailler les entreprises qui ont l'habitude d'alimenter les grands projets. Et donc je pense que la suite est connue. On aura beaucoup de mal à atteindre les chiffres annoncés dans le projet de loi de finances. Alors, je n'ai pas ajouté dans cette prévision, et ce n'est pas documenté, ce n'est pas quantifié, le manque à gagner du trésor public du fait de la baisse de l'IRG qui a été décidée pour 2022. Écoutez, bon, c'est pas très important. Je n'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est insignifiant par rapport à l'ampleur des déficits. Et en plus de cela, là, je suis persuadé que tous les regards sont orientés vers les recettes pétrolières, la fiscalité pétrolière. Oui, là, on annonce, je crois, 24 milliards de recettes jusqu'à mois de mai. En dollars. Pour cette année. En dollars, on est passé en dollars. 24 milliards de dollars. Septembre. Jusqu'à septembre. Et on prévoit 32 milliards en clôture. Bon, 32 milliards, ce n'est pas important. D'ailleurs, si on atteint 32 milliards avec plus de 80 dollars le baril, c'est qu'il y a un sérieux problème au niveau de la production. Là aussi, il faudrait se rendre compte que normalement, avec les prix de cette année, avec l'exercice 2021, moi je m'attendais à des recettes qui dépasseraient les 45 milliards. Mais là, le quota Algérie au niveau de l'OPEP, il est de 900 000 barils jour, 990 000, mais on n'est pas sûr que l'Algérie. Apparemment, on l'a pas atteint. On n'arrive pas à atteindre ce quota. Et on se rend compte aussi que la consommation intérieure produit du volume. Et la mauvaise gestion, justement, et le désinvestissement qu'a subi Sonatrach avec l'arrivée de M. Tebboune, puisqu'ils ont réduit de 7 milliards
le budget dédié à son attraque, donc les 7 milliards en termes d'investissement, et bien sûr 7 milliards, ça pèse en matière de prospection et d'entretien des puits, etc. Et bien du coup, on se retrouve avec beaucoup de difficultés à atteindre justement les quotas que vous avez cités, les quotas réservés à l'Algérie. Et du coup, on ne profite pas des prix du pétrole. Et bien sûr, sachant que les prix du gaz sont indexés au pétrole et les quantités aussi font défaut, et il y a des perturbations en alimentation de gaz et l'augmentation de la consommation intérieure, on va pas en profiter. Et donc, même en termes de fiscalité en fiscalité pétrolière, on aura du mal aussi à atteindre les chiffres prévus. Alors, sur le choix de ne pas augmenter de manière substantielle, on est toujours en dessous des 4 000 milliards de dinars, le budget de l'équipement. On a atteint 7 000 milliards au plus haut, hein, oui, 7 500 milliards d'investissement, on va dire avant 2014, avant la baisse du prix du pétrole. Est-ce que là, on est à peu près à 45% de moins. Oui. Est-ce qu'on dirait que le gouvernement Ben Abdelrahmane a manqué d'audace par rapport à ça? Non, je pense qu'il a manqué pas plus d'audace, il n'a pas de vision. Il n'a pas d'un plan stratégique qui lui permet de projeter sur les 3 à 5 années prochaines, c'est-à-dire les années visibles et gérables, son programme d'investissement. Il ne sait pas où il va. L'hydraulique, on parle de 12 milliards de mobilisation, c'est-à-dire 2 milliards de plus. Où est la preuve? On a de l'eau à mobiliser, on passe sur le dessalement uniquement. On a, si tu veux, la partie solaire, énergie, toute la partie énergétique. On n'a pas de vision là aussi. On n'a pas un plan stratégique pour l'énergie solaire, les énergies renouvelables par exemple. Le reste, qu'est-ce qu'il reste? La partie hydraulique, on a les 100 barrages, on les a presque tous réalisés. Il reste 5 ou 20 barrages encore à construire dans les 10 ans à venir. On peut noter déjà qu'il y a un changement dans les priorités. Par exemple, l'extension du réseau métro d'Alger, la ligne sur l'aéroport a été rejetée à 2025. 2025, alors que c'est du dinar, c'est considéré les entreprises algériennes qui réalisent. C'est du ciment, c'est du matériel algérien, c'est des câbles algériens. Ça nous ramène quelque chose, hein, le début du métro d'Alger, quand on commençait à... Ah oui. Hein, ça nous ramène un peu aux années 80. Aux années 80 où on avait arbitré pour que ce soit les Algériens. On avait dit à l'époque, nous avons pour 50 à 60 ans de travaux. Autant commencer avec les entreprises algériennes, avec des équipements algériens, et on va apprendre le résultat. On sait le faire aujourd'hui, on sait faire des tunnels, des stations, mais on arrête l'investissement. C'est anormal. C'est vraiment anormal. Les entreprises algériennes, aussi l'ANMAS le sait très bien, disposent d'équipements, disposent de compétences. Il leur faut un marché. Et on a besoin de relancer à travers le bâtiment. On l'a dit ici. Le bâtiment Tech démarre le 7 novembre. On va pouvoir en parler avec les acteurs du secteur. Le bâtiment consomme des matériaux de construction fabriqués en Algérie. Y compris le tuyautage, le câblage, les armoires électriques, les transformateurs, tout ce qui est bâtiment, c'est du produit algérien, c'est les usines algériennes qu'on va faire tourner. La première des règles, c'est de lancer massivement, mais avec les entreprises algériennes. Et elles sont disponibles. La première des choses, avant de faire un tel budget, le gouvernement aurait dû dialoguer avec les entrepreneurs algériens du bâtiment et des travaux publics. La première relance pour donner une impulsion au développement, un retour de l'emploi, un retour de la richesse, c'est de dialoguer avec ces gens-là et y aller. On met un budget d'équipement de 5, 6... Moi, je ne suis pas contre un déséquilibre budgétaire pour autant qu'il fait de la relance avec des entreprises algériennes, des matériaux algériens, et on équipe l'Algérie. Alors, on ne va pas parler du déficit parce que c'est difficile de parler, parce que l'estimation est très prudentielle pour le prix référentiel du prix du baril, 45 $. On peut penser qu'il sera plutôt vers les 60 au minimum pour l'année qui vient. Mais on peut quand même noter que le budget de fonctionnement continue d'augmenter. Ben oui, vous savez, vous avez parlé des travaux publics et du secteur de l'habitat, etc. L'un des ministres, il y a 2 ans de cela, je crois, il y a une année, il parle d'une perte d'emploi de 500 000. 500 000. Ministre du Travail. L'ancien ministre du Travail. L'ancien ministre du Travail avait 500 000, ça, ce sont les chiffres d'un officiel. Moi, je suppose que la situation est beaucoup plus grave.
Et en même temps, on oublie souvent que l'économie est dominée par l'informel. Ce qui fait on va y arriver. Hein, on va y arriver. Ce qui fait on va parler de la collecte de l'épargne. Et pour un pouvoir, quel que soit, ou pour un gouvernement, normalement, il accorde beaucoup d'intérêt justement à absorber le déficit en pouvoir d'achat, en chômage, etc. Mais dans le projet de loi de finances, on ne voit pas tout cela. Moi, je m'attendais à un projet de loi de finances, ou là, une loi de finances qui est de guerre. Hein. Je m'attendais à des actions beaucoup plus importantes, des actions très efficaces, justement pour absorber ce qui a été perdu durant les 2 ou 3 années et se projeter sur au moins 5 ans. Mais là, on se rend compte, on a affaire à un projet de loi de finances quelconque, comme si que tout allait bien, comme si on était dans une situation normale, alors que c'est faux. Nous sommes en crise. Nous sommes en crise et nous sommes en crise sérieuse. Le pouvoir d'achat a reculé drôlement. Le dinar, il a perdu sa valeur. Le chômage, il augmente, il est en constante augmentation. Et et les moteurs de croissance, on ne les voit pas dans le projet de loi de finances. Quand vous me parlez de l'économie et d'un projet de loi de finances, normalement, on va se baser sur les différents moteurs de croissance. Hein. On essaie d'analyser les moteurs de croissance pris en considération par le gouvernement. Là, il n'y a pas. Les moteurs de croissance sont connus. L'investissement, on ne voit pas beaucoup de choses qui indiquent qu'il va y avoir de l'investissement. Vous avez parlé de l'équipement. Hein. La consommation, il n'y a rien qui a été fait pour protéger le pouvoir d'achat, pour protéger les emplois, justement pour encourager la consommation qui est un moteur de croissance. Pour l'exportation, peut-être on va y revenir. C'est le parent pauvre de l'économie en Algérie. La dépense publique, donc s'il n'y a pas d'investissement, s'il n'y a pas de dépense publique, s'il n'y a pas de consommation, s'il n'y a pas d'exportation, comment on va développer l'économie? Et là, il n'y a rien qui apparaît dans ce projet de loi de finances. On a beau être avec ou contre ce pouvoir, mais quand on voit le papier, le document, on comprend, ils sont loin de la réalité. En fait, il n'y a pas de rupture avec ce qui s'est fait. Alors là, c'est pire. J'espère pouvoir recevoir un des aspirateurs et des acteurs les plus éminents de la task force de 2017 auprès du gouvernement. Il faudrait le professeur Raouf Bouskine. J'espère vraiment pouvoir le recevoir à partir de l'université qu'il anime, pour qu'il nous explique un petit peu quelle était la logique du plan triennal et de la trajectoire du budget et de 2017, et comment se fait-il qu'on soit aujourd'hui encore à parler de cette approche-là de budget et d'augmentation des recettes fiscales par la relance économique. La seule chose qu'ils ont retenue de Bouskine, c'est cette dévaluation programmée du dinar. C'est la seule chose qu'ils ont retenue. Et aujourd'hui, c'est catastrophique, nous sommes vraiment au fond de l'abîme. Alors qu'on doit redémarrer par l'investissement et la consommation. Alors, geste fort au niveau budgétaire, on ne s'attend pas à cela. Bon, moi, c'est une question que je pose à chaque budget. Est-ce que c'est normal que l'ANP continue d'être le premier budget dans un pays qui n'est pas en guerre? C'est une question qui était pertinente il y a 4-5 ans. Maintenant, avec tout le matraquage qu'il y a eu et la tension qui est montée avec le Maroc, et particulièrement avec le Maroc, c'est celle-là qui est la plus, on va dire, qui fait penser le plus au budget de sécurité. On ne peut plus revendiquer, l'Assemblée nationale ne peut plus revendiquer de faire baisser le budget de l'ANP. Le ministère de la Défense, pas de l'ANP. Est-ce que l'Assemblée nationale examine le budget de l'ANP? À ma connaissance, non. Il y a une commission de la Défense nationale. Mais est-ce que ce budget est discuté? Est-ce qu'il y a aussi, dans le cadre de la loi de règlement budgétaire, est-ce que la consommation des budgets est examinée et vérifiée? Non. Alors, s'il n'y a aucun contrôle, sur quoi peut-on parler? Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'information détaillée, c'est le culte du secret. Où allons-nous? On a le droit... Enfin, le secret, on sait que ça coûte cher, par contre. Mais toutes les armées, les dépenses, un camion, quand il est dans le civil, il vaut 100. Quand vous le militarisez, que ce soit aux États-Unis ou en Russie ou en Chine, il vaut 400. Vous voyez, donc les budgets d'équipement militaire sont toujours gonflés. L'Amérique ne vit que par l'industrie militaire. L'autre industrie, elle est en Chine.
C'est la Chine qui manufacture. L'industrie militaire qui est produite en Amérique. En Amérique. Oui, la nôtre, on l'importe, donc le problème. Non, mais je te le dis, mais Oui, nous, oui. même un camion militaire qui sort de Ruiba, ben, il est démultiplié par 2 ou 3. Les travaux sont la même chose. On sait que dans l'armée, les dépenses sont supérieures à ceux du civil. Mais est-ce qu'on peut vérifier ça? Est-ce qu'on peut... Quand vous dites ça, ça va être mal compris, attention. Quand vous dites c'est gonflé. Non, Non, c'est pas c'est-à-dire gonflé. Non, c'est pas gonflé ça nécessite en des termes de spécificités, corruption ou voilà. pas. Non. Donc ça nécessite des... Moi, ce que je dis, c'est la règle. L'équipement militaire est spécifique. toujours spécifique. Dès qu'un camion, On le on le militarise. militarise, il devient plus cher. Cela dit, il y a plus de 20 généraux qui sont en prison en ce bah, moment. j'ai Et donc, on peut penser aussi qu'ils sont gonflés par la corruption. Non, je On peut le pense penser. pas. Non, mais c'est pas le sujet. Mais le budget de l'équipement, le budget d'importation, c'est un des, parce qu'on est en train de parler de crise. Smaïl Almas a dit on s'attendait à un budget d'économie de guerre, on est dans un contexte comme ça, et on est dans quelque chose qui ressemble, un des points de rupture quand on essaie de voir où est-ce qu'on peut faire des économies, c'est le budget du ministère de la Défense. Voilà. Est-ce que c'est pas quelque chose. C'est le premier budget. C'est le premier budget. C'est pour ça que j'en parle en premier. Il y a des budgets. Celui qui est derrière, c'est celui de l'éducation. Il y a des budgets anachroniques. Il y a des budgets anachroniques dans le gouvernement, dans notre situation. Non, mais on fait le reste aussi. Hein. Il y a des budgets anachroniques. Je préfère parler de l'ouara. Les sont plus faciles à réaliser. Voilà. Et donc, ce n'est pas un sujet qui est abordé encore une fois. Non, il n'est pas abordé. Il faut qu'on s'émancipe dans ce domaine-là. Il faut qu'on devienne majeur et qu'on puisse examiner de façon sereine et responsable ce type de budget. On est tous Algériens et on a le droit et le devoir d'examiner sereinement et avec beaucoup de responsabilité ce budget. Il n'y a pas de mal à l'examiner. On a les compétences pour autant que les députés qui l'examinent soient de véritables députés. Et c'est ça, on a encore cette faiblesse. Alors, on peut penser qu'un des ressorts peut-être pour soutenir ce budget, ce serait une plus grande mobilisation de l'épargne. Bon, là aussi, on n'a pas de chiffres. On parle d'une économie informelle à géométrie variable. Il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé. On ne sait pas réellement l'évaluer. Il y a des gens qui disent qu'elle est surévaluée. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'épargne non disponible dans les circuits formels elle est surévaluée. D'ailleurs, elle est utilisée. Ce n'est pas réellement de l'épargne. Elle correspond souvent à les flux marchands. Le CNES a organisé un cycle d'auditions de chefs d'entreprise, d'experts, etc. ces dernières semaines, c'est bien. Et un des thèmes abordés, c'était celui de l'épargne. Ça coïncide avec celui de la mobilisation de l'épargne. Ça coïncide avec la démarche du gouvernement et du Premier ministre d'essayer d'améliorer les outils de mobilisation de cette épargne. Est-ce que vous trouvez que Ayman Ben Abdelrahman s'y prend bien pour faire en sorte qu'on puisse mobiliser plus? En théorie, oui, mais en pratique, il est complètement en décalage avec la réalité. Vous savez, il est en train de développer un cours théorique sur une réalité complètement différente. C'est vrai que toutes les économies s'appuient sur l'épargne, du moins une partie de l'économie des pays est financée par l'épargne des ménages, etc. Les banques sont alimentées aussi par l'épargne des ménages et des entreprises. Mais bien sûr, ces gens-là, les banques, en général, prennent en considération le taux d'inflation et prennent en considération le pouvoir d'achat, la situation économique du pays. Et bien sûr, ils rajoutent la marge pour déterminer le taux d'intérêt qui pourrait éventuellement susciter ou attirer les ménages à épargner. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Premièrement, les taux d'intérêt sont très bas. Les taux d'intérêt bancaires ne prennent pas en considération la situation de l'inflation. L'épargne est faite justement pour protéger l'épargne des ménages, les ressources des ménages. Voilà,
Donc, si je vais placer mon argent dans une banque et cette banque ne veut pas me protéger mon argent, mon épargne de l'inflation, elle ne va pas rémunérer une petite part pour l'inflation, eh ben, je n'ai aucun intérêt à déposer mon argent dans les banques. Et en plus de cela, nous connaissons les fonctionnements des banques. Il y a un problème de confiance terrible, énorme. Il y a la loi a dit qui a interdit de sortir votre argent ou limiter les sommes. Les sommes à 30 000 dinars. 300 000. Non, 30 000 dinars les postes. Donc là, si vous empêchez les gens de profiter de leur argent, là aussi, c'est un frein énorme. Et toute la problématique, elle réside dans le paramètre confiance. C'est très important dans une économie. Là, l'économie, c'est l'investissement. Et l'investissement, c'est les capitaux et les idées. Mais les capitaux, mon argent, si je l'investis chez vous, c'est que j'ai confiance en vous. Là, la confiance, elle a déserté l'espace Algérie depuis bien longtemps. Donc, Ayman Abdelrahman ou Ayman je ne sais pas qui, s'ils ne prennent pas ça en considération, s'ils ne remettent pas la confiance au centre de tout projet de développement, il n'est pas question il ne réussira aucun projet, aucune idée ne passera. Bien sûr, la confiance est liée à la légitimité, la confiance est liée à la politique. Là, on revient au problème politique. Mais sans en arriver là, peut-être la question s'adresse aux deux. Il y a eu des moments où on a créé d'autres produits, parce que le taux de rémunération bancaire pour les dépôts étant faible, et ne couvre pas l'inflation qui, à un moment donné, était plus faible qu'aujourd'hui. On avait créé des emprunts. Ben Khalfa, ça n'a pas marché. Il a porté. Est-ce que, pourtant, à l'époque, il était beaucoup plus rémunérateur que les dépôts. Pour 3 ans, il était à 5%, 5,5%. Et l'inflation, elle était de combien? Bon, on peut considérer qu'elle était un peu plus faible. Officiellement, elle était supposée être plus faible. Et ça n'a pas marché auprès des ménages, mais ça a marché auprès des entreprises privées. Non, il y a eu des instructions des banques. Les banques, etc., ont reçu des instructions, justement, pour acheter les... Mais ce qu'il y a, c'est que ça a causé... Moi, je connais des entreprises privées qui ont acheté du papier public. Mais pas tellement. Ce sont les investisseurs publics qui ont ramassé les assurances, les banques et tout. Mais ça a séché les banques après. Qui m'a dit que c'est l'Almas. Le véritable problème, c'est cette relation de confiance. Et il y a aussi autre chose, un autre phénomène en Algérie. On dirait que les banques algériennes, publiques et privées, je ne parle pas, pour moi, il y a plus de banques privées que de banques publiques aujourd'hui en Algérie, n'ont pas besoin de l'épargne des ménages. Vraiment, on dirait qu'elles ont de l'argent, qu'elles peuvent fonctionner avec l'argent dont elles disposent dans leur circuit normalisé et qu'elles n'ont pas besoin de ramasser cette épargne pour augmenter leur potentiel d'activité, leur potentiel d'enrichissement. Alors, on ne vise pas, quand on parle d'épargne, Reda Amrani, seulement, j'imagine, dans la bouche du Premier ministre, seulement l'épargne des ménages. L'épargne des ménages, il y a aussi celui des entreprises. Celui des entreprises. Alors, celui des entreprises, il est beaucoup lié à la fiscalité. On parlait tout à l'heure de la fiscalité. La fiscalité telle qu'elle existe aujourd'hui n'encourage pas. Elle a plutôt tendance à laminer ce que vous placez. Mais en plus, le taux d'intérêt, il est inférieur à l'inflation réelle, pas l'inflation annoncée. Comment veux-tu que je place mon argent pour qu'il perde? Mais je te dis, tu places ton argent pour qu'il perde de sa valeur à vue d'œil. Ce n'est pas sur des années, à vue d'œil. Pourquoi? Alors, les gens se retournent soit vers la thésaurisation, ils vont acheter de l'or, des bijoux. Et de la devise. Ceux qui ont de l'argent. Et de la devise. Ceux qui ont de l'argent. Je ne parle pas parce qu'aujourd'hui, ça se restreint de plus en plus. Il n'y a pas de pouvoir d'achat. Les gens, quelqu'un qui touche 80 000 dinars par mois ne peut pas vivre dignement de son salaire. Comment veux-tu qu'il épargne? On a parlé de l'inflation. On a évoqué l'inflation. On ne parle pas d'inflation. Ce n'est pas de l'inflation, c'est de la stagflation. Pourquoi? La stagflation, c'est un variant de l'inflation, si vous voulez. Comme il y a la déflation, comme il y a la superinflation. Là, vous avez, j'explique, vous avez un pouvoir d'achat qui est réduit. Il y a des pertes d'emploi, etc. Malgré ça, nous avons les prix qui flambent. Alors que s'il n'y a pas de demande, normalement, les prix baissent. Mais chez nous, vu que c'est le contraire, donc c'est ce paradoxe qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en stagflation. Voilà. Ce qui est encore plus grave. Alors, la stagflation, c'est né à la fin des années 70.
Et ça a Mais combiné c'est pas effectivement de l'inflation et de la Deuxième Guerre mondiale. et de la récession Exactement, économique. exactement. En principe, l'inflation n'arrive que quand il y a un surchauffe en économie. L'inflation, il y a on va quand même ouvrir une petite séquence rubrique actualité la plus récente. Hein. Le ministre du Commerce, M. Lezig, a été obligé de renoncer à ses mesurettes, il a été dépassé par ses mesurettes par le Conseil des ministres qui a décidé de recourir à l'importation pour réguler le marché, notamment sur un produit, la pomme de terre, sur lequel on ne s'attendait pas qu'il y ait ce type d'intervention. Ça ouvre la porte, selon vous, à ce qu'il y ait de nouvelles interventions de régulation par l'importation? Mais là c'est l'incompétence du gouvernement flagrante. Il va à la guerre. Il va à la guerre avec les producteurs, avec les intermédiaires, les commerçants, les mandataires, alors qu'il n'a aucune solution en main pour réguler le marché. Il n'a pas les magasins généraux, il n'a pas les stocks stratégiques, il n'a pas encore cette connaissance, cette compétence, connaissance du marché. Le paysan, allez discuter, moi j'ai été voir, comprendre chez des exploitants agricoles. Le mandataire, il achète la récolte sur pied, il dit le kouam ntaou, il dit le khaddami ntaou, et il me paye rubis sur langue en liquide, drahmi, je il m'aide. Moi, je trouve mon compte, et lui trouve son compte, et il amène dans les marchés de gros, et il revend. Et toi, va dialoguer avec ces gens-là. Pourquoi tu dis aux agriculteurs, sans les consulter, vous pouvez vendre vos produits? Ne les donnez pas aux mandataires. Comment il va alors que le système est établi depuis plus de 30 ans, depuis qu'on a détruit les halles centrales et on a détruit l'organisation du marché de gros. C'est devenu un marché de gros informel. Et toi, tu vas sans dialoguer, sans discuter, tu décides. Résultat, est-ce qu'il a le pouvoir en tant que ministre du Commerce de réagir à ça? Il n'a aucun pouvoir. Tu vas au combat si tu n'es pas. Il faut être armé. C'est la première des règles. Tu n'as pas d'armes. Alors, dans le même ordre d'idée, il y a eu cette loi complètement surréaliste qui punit les... J'étais sur les AML et la période coloniale, là, dans un récit récent. Il n'y avait pas de peine de 30 ans de prison pour certains délits. Pour les délits politiques à cette époque-là. C'est affolant. Non, ça se comprend, parce que là, on voit que la gestion répressive déborde même sur la gestion de crise économique. C'est terrible. Absolument. C'est terrible. Aller vers ce genre de pratique n'a aucun sens. Vous avez un problème technique. L'économie, c'est l'offre et la demande aussi. Le problème, c'est l'offre et la demande. Vous avez le dispositif Serpala qu'ils auraient dû actionner au bon moment. Ils ne l'ont pas fait. On subit les conséquences. Les fellahs avaient subi beaucoup de pertes les dernières années. Personne n'a été les accompagner dans leur détresse. Donc, l'État était absent quand les fellahs avaient besoin de leur présence. Aujourd'hui, les fellahs essayent, les fellahs et tout le circuit essaient de récupérer un peu leurs pertes. Bon, ceci dit, moi je ne suis pas pour ce genre de prix, mais il faudrait aller vers des pratiques c'est technique. Et vous savez, on a fait l'école, on a fait l'université. Moi, j'ai jamais vu, pour corriger un problème de prix, il faut y aller vers le répressif, il faut y aller vers des condamnations à 30 ans, il faut y aller vers des perpètes. Alors, quand vous ramenez un bateau de cocaïne, vous avez 5 ans de prison, et quand vous stockez quelques kilos de pommes de terre, vous allez vers 30 ans et perpète. Donc, ça n'a pas de sens. Là, moi, je dis que le commerce, c'est technique, ok. Vous êtes ministre du Commerce, il y a un ministère du Commerce. Normalement, ils auraient dû penser à mettre en place des réseaux de distribution, des stocks de régulation, de régulation, mettre des points de vente pour justement faire face en période de crise pour essayer de réguler les prix, accompagner, dialoguer avec les fellahs, dialoguer avec les intermédiaires, organiser les intermédiaires, se rapprocher de ces gens-là.
Non, ça n'a pas de sens. Mais si film t'as ça là, c'est pas comme ça qu'on va gérer, les pénuries. Vous n'avez pas dû aller à la même université que Kamel Zik, apparemment. Il n'a jamais été à l'université. Alors, c'est la véritable on va pas lui enlever, université. alors, on va pas lui enlever son diplôme, sinon. C'est-à-dire, c'est pas limité à ça. Même avant lui, c'était la même chose. Bien sûr. Donc, Enfin, il y avait des ministres du commerce Plus ou moins. un peu plus compétents. Non, mais ce qu'il y a, ce sont des crises répétitives. C'est-à-dire, il y a eu des cas comme ça. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus grave, surtout avec la situation que nous vivons. Mais ils auraient pu quand même anticiper depuis le temps qu'on en parle. Il y en a des conseils de ministres pour parler de la pomme de terre et pour parler à le poulet. Mais ça n'a pas de sens. Aller importer, est-ce que c'est une solution? Vous allez détruire le fellahin. Vous allez éternellement importer la pomme de terre. Mais ils auraient pu subventionner ou se rapprocher des filières, les subventionner pour baisser les prix, par exemple. Au lieu d'importer, au lieu de dégager des millions de dollars pour importer. On a quelques dinars sur le kilo et on régule, et on ne qu'un provisoirement. Comme on le fait pour d'autres produits. Exactement. Pour le lait, par exemple. Pour le lait. Il y a quelques années qu'ils avaient lancé ce programme de 56 ou les 60 centres de stockage. Le dispositif ne sert pas là. Qui était au ministère du Commerce. C'était l'agriculture. Moi, j'ai participé aux études de ce programme-là. On devait avoir, si tu veux, des infrastructures de stockage, de régulation. Où sont-ils? Alors ça, ce sont les dossiers. Je ne sais pas. Reda Amarani, ça, ce sont les dossiers qui fâchent, que le gouvernement n'aime pas beaucoup aborder, mais qui sont là parce que l'inflation touche tout le monde et c'est devenu extrêmement dur. Mais il y a le contre-feu, entre guillemets, de la communication officielle qui est portée par, aujourd'hui de plus en plus, on le ressent, les performances des exportations hors hydrocarbures. Pour dire, oui, c'est vrai, on est en difficulté, etc. Mais on a réussi à lancer quelque chose de nouveau. Et il y a ce chiffre que nous-mêmes, à la rédaction de Maghreb Émergent, nous essayons d'investiguer, d'une prévision de clôture des exportations hors hydrocarbures en 2021 qui approcherait les 5 milliards de dollars. Bon, c'est dommage, c'est toujours la même source, c'est Kamel Zik qui l'a proféré, qui l'a annoncé. Mais quand on cherche activité par activité, on a du mal à identifier quelles sont les activités qui ont pu porter ce chiffre de 2,2 en 2021 à presque 5 milliards en 2022. On a du mal, c'est-à-dire que... pourquoi on a du mal? Parce que le tableau habituel des douanes est fermé, le CNIS est fermé, on ne peut pas le consulter, nous, journalistes économiques, donc nous ne savons pas quel est le secteur qui a été dynamique dans les exportations. Il y a dans tout cela, je finis et je pose ma question, le chiffre qui est sorti du conseil d'administration de Tosyali, les Turcs qui produisent, qui sont devenus les premiers producteurs et exportateurs de produits sidérurgiques donc à Betiwa. Je sais que ça fâche un petit peu notre ami Reda Amarani qui est d'une certaine façon le père de Sider et mais aujourd'hui l'essentiel c'est que la sidérurgie soit performante, tu vas avoir la parole sur le sujet, et qui eux revendiquent pour la clôture de l'année une prévision de 750 millions de dollars en rang habitant et en fil machine. Et cela, c'est une performance nouvelle qui change la donne par rapport au secteur de la sidérurgie. Les autres secteurs qui peuvent nous faire monter à 4,5 milliards de dollars ou 5 milliards en hors hydrocarbures, on ne va pas très bien. Alors, je vais peut-être commencer par le président d'Algérie Conseil Export pour qu'il nous donne son commentaire sur cette performance. Écoutez, déjà pour un pays comme le nôtre, parler de 4 ou 5 milliards d'exportations, c'est faible. C'est très faible. Mais cela dit, je pense que tout le monde a compris qu'il y a la crise Covid à l'international. Tout est lié à l'international. Il y a la crise Covid. Il y a les principaux fournisseurs en matières premières dans le monde qui ont subi cette crise, qui était pratiquement à l'arrêt, parce qu'il n'y avait pas de demande. Et il faut comprendre une chose, qu'il y a toujours un temps de latence pour reprendre la vitesse de croisière en termes de production. Ce qui fait qu'il y a la période de latence, oui, il y a eu une forte demande en matières premières, notamment en acier, etc., ce qui a permis à Tosyali de profiter, et bien sûr, elle a augmenté sa production et elle a réussi à exporter 10 fois plus que ce qu'elle a l'habitude de faire. En plus de cela, les prix
ont augmenté et donc elle se retrouve avec quand même une cagnotte à l'export. Mais il n'y a pas que Tosyali, il y a aussi pour les engrais, et il y a aussi quelques entreprises émergentes, hein, les pneus, etc., Iris, enfin on ne va pas citer les noms, mais donc il y a un petit cocktail de produits, mais ce sont toujours les mêmes. Mais nous, on a essayé d'être précis sur les chiffres. Hein. Sur le clinker et le ciment, on est à moins de, tout cumulé, hein, Giga, Lafarge, etc. On est sur des quantités qui sont inférieures à $300 000. 300 millions. À 300 millions de dollars. Donc, c'est pas 300 millions de dollars. Non, je vous comprends, en effet. Ça ne change pas fondamentalement. Non, sur les pneus qui vont aller aux États-Unis, on a essayé de vérifier, il n'y a pas encore de quantité significative. Mais écoutez, on parle de... Sur le pharma, on est à moins de 500 millions. On parle de 4 milliards. Si vous faites 300 millions, si vous avez 500 ou 700 millions, tu as l'acier. Vous avez 250 millions, tu as les engrais. Vous avez 300 millions, tu as ce que vous avez cité, tu as la fois. Et on a déjà d'habitude, on faisait 2 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. On faisait avec beaucoup de dérivés de pétrole. OK, les dérivés sont là. Alors, la demande a augmenté en termes de dérivés de pétrole. La demande a augmenté. Les prix accompagnent l'augmentation des prix du baril. Donc déjà là, vous avez un chiffre assez intéressant. Plus l'augmentation de la demande en termes de matières premières pour l'acier, etc. Donc on se retrouve avec 3,5 ou 4 milliards de dollars. Mais c'est rien du tout. Donc il y a eu une augmentation d'1,5 milliard par rapport aux chiffres classiques. Cela dit, maintenant que Tosyali, on parle de Tosyali, etc., il faut prévoir un budget de paiement beaucoup plus important parce que les dividendes à Tosyali vont être transférés en devises. Donc le budget, les recettes en export, mais de l'autre côté, le budget de paiement va quand même être assez bien gonflé parce que les recettes, c'est le fruit de partenariat. Et tant mieux d'ailleurs. Et tant mieux, voilà. Reda? Je suis d'accord totalement avec ce qu'ils viennent de dire. Il faut aussi nuancer. On n'a pas une politique réelle. On n'a pas établi notre économie sur la base d'une économie exportatrice. Donc, aujourd'hui, on essaie de rattraper le retard. Mais il ne faut pas aussi nous diminuer là aussi. Hein. Non, on essaie de comprendre d'où j'essaie de développer. Le Japon, la Corée, l'Allemagne, les grands pays, la Suède, les grands pays qui sont basés sur l'exportation. Ils ont commencé par exporter des demi-produits. Le Japon a investi massivement dans la sidérurgie, dans les intermédiaires de la chimie et de la pétrochimie, et il exportait ces grands intermédiaires. La Corée du Sud a fait la même chose. La Suède exportait l'acier. L'Allemagne exportait l'acier et les produits chimiques avant les produits manufacturés de l'industrie mécanique et électromécanique. Donc, il y a toujours cette base. Nous, aujourd'hui, on a les moyens d'exporter les demi-produits de la sidérurgie, des matériaux de construction. Lafarge Algérie annonce plus de 2 millions de tonnes de ciment. Si c'est à 60 ou 80 000, je n'ai pas les derniers chiffres du prix du clinker, s'il est à 60 ou 80 dollars la tonne, 2 millions, ça fait déjà 160 millions. Uniquement pour Lafarge, je ne parle pas de Giga. L'ammoniac, où on exporte presque totalement la production. L'ammoniac s'est envolé, point de vue prix. Aujourd'hui, l'ammoniac rapporte 4 à 5 fois le prix d'il y a 3 ans. Donc, en termes de... Je parle aussi de la chimie de l'urée. Là aussi, donc, les produits raffinés, Sonatrach exporte beaucoup de produits raffinés avec l'augmentation. Donc, mais comme le dit l'ALMAS, si nous étions organisés, nous devions viser d'ici 4-5 ans exporter 20 milliards de dollars hors hydrocarbures. C'est ça notre feuille de route. Ce n'est pas 4 ou 5 milliards et créer grandement victoire. Nous devons redévelopper notre industrie manufacturière pour exporter et aussi nos grands intermédiaires de la chimie, aussi, hein. De la chimie, de la pétrochimie, de la mécanique, de l'électromécanique, toute l'industrie. Dans ce cadre-là, on peut annoncer, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles dans le CEE, l'annonce aujourd'hui, ça concorde avec l'émission d'aujourd'hui, par le président directeur général Sonelgaz, de l'exportation d'une turbine à gaz de Batna, d'une centrale, donc il y a plusieurs turbines. C'est-à-dire il y a des turbines à gaz. Je donne une information, hein, de l'usine de Batna qui est le résultat d'un partenariat avec General Electric qui était très cher, il faut le dire quand même, à Nordin Boutelfa, président directeur général de Sonelgaz, qui tenait absolument à industrialiser une partie du process des centrales électriques en Algérie.
Le premier accord qu'on a signé, j'ai participé à la négociation avec Bahij de Métal. En 1974, on a signé avec General Electric pour construire 80 turbines à gaz pour le pétrole et 20 pour l'énergie. On nous a sabordé à l'époque. Et le projet Semel, on a négocié avec General Electric aussi. J'étais à Kennektadi 2 fois pour lancer ça. Et heureusement, j'ai félicité Bouterfa quand il a annoncé ça. Personnellement, j'ai discuté avec lui. Alhamdulillah, et on fait une exportation pour la première fois d'un bien d'équipement. Oui, on a fait des exports. On a exporté des tracteurs, on a exporté les machines-outils Almo. On a exporté les bus, les camions, les moissonneuses batteuses. On a exporté les wagons. Les wagons au Gabon, on avait gagné des contrats au Gabon. On a exporté des wagons en Syrie, en Irak. On a exporté des wagons en Allemagne de l'Est et nos wagons ont circulé sur le réseau européen. On avait déjà cette aptitude. On a été cassé en cours de... Mais aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les alternateurs, c'est de la mécanique lourde de précision. Et avoir des techniciens algériens, des ingénieurs et des usines capables. Et il ne faut pas se diminuer. Que ce soit les grands producteurs européens de turbines à gaz ou d'alternateurs, à part, je crois, ABB, Asea Brown Boveri, les Suisses et les Suédois. Le reste étaient tous licenciés, soit de General Electric, soit de Westinghouse. Tu vois, donc, y compris les Japonais, y compris les Coréens. Donc, nous, on est dans la même lignée. Il faut féliciter parce que Sonelgaz est une grande école. Là, tu me permets de... Aujourd'hui, il y a une injustice inimaginable. Je viens d'avoir le livre de Abdelnour Keraman sur l'électrification d'Exo. L'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, on est à 100% d'électrification. C'est Sonelgaz, c'est le personnel, les travailleurs. Abdelnour Keraman est exilé politiquement depuis 17 ans. Victime de Abdelaziz Bouteflika. Victime d'une lettre de cachet de Abdelaziz Bouteflika. Oui. C'est une véritable... Lui et son frère Abdourahab, qui était gouverneur de la Banque d'Algérie, c'est l'occasion de rappeler que c'est une injustice. Tu vois, donc on rappelle ça. Mais Sonelgaz, c'est une création algérienne terrible et très efficace. Et quand on parle d'exportation, si on a ouvert le chapitre des injustices, on a un exportateur dans les produits pharmaceutiques, Nabil Mellah, directeur de Mérinal, qui est en prison pour des raisons qui sont en réalité extra-professionnelles. Et quand on veut faire de l'exportation en hydrocarbures, on ne met pas ces champions en prison pour des raisons, des délits qui sont en fait des délits supposés être des délits d'activité économique, mais qui sont en réalité rattachés aux opinions politiques. On finit toujours sur les exportations en hydrocarbures. 20 milliards, a dit Reda, il faut avoir de grandes ambitions. C'est normal, je t'assure que ce n'est pas d'une grande ambition. Elle est normale pour un pays comme l'Algérie. Cela dit, maintenant qu'on a atteint ce chiffre, il faudrait le préserver. On l'a vraiment atteint? Parce que ma question au départ, c'était celui-là. Vous savez, non, c'est légitime ce genre de question. La confiance, c'est un problème de confiance, encore une fois. On nous balance tellement de chiffres, on a l'habitude de nous balancer tellement de chiffres, et sans argumentaire, qu'aujourd'hui, on a le droit de douter de ces chiffres. Mais cela dit, on va dire, on espère qu'on l'a atteint. Non, oui, exactement, parce qu'on a intérêt à ce qu'on touche ce genre de chiffres, mais ça a été encouragé par les prix et par les quantités demandées à l'international. Maintenant, il faudrait préserver tout cela, il faudrait faire en sorte de fidéliser les clients de l'autre côté et garder notre part de marché pour justement répercuter cela dans les prochains exercices. Voilà. Merci beaucoup Smaïl Lalmas. Merci de nous avoir rendu visite ce matin. Merci beaucoup Reda Amrani en grande formation retour du break. Merci à vous de continuer de nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur le streaming audio. J'insiste beaucoup sur le streaming audio et évidemment sur toutes nos différentes plateformes d'information. Et à comme ça.